Merci beaucoup pour l'introduction. Alors, aujourd'hui, bon, comme on l'a dit, ma présentation s'intitule « Éviter le mal de cœur dans les montagnes russes de l'entrepreneuriat ». J'ai 9 points pour vous, ça va durer une trentaine de minutes, et puis j'espère que ça va vous plaire et que ce sera éclairant. Mon but très clair, c'est de vous encourager à foncer dans un projet de nature entrepreneuriale. Donc, ce n'est que ça que je vise, donc je ne passerai pas par des grands courants philosophiques ou autres. Je vais vous parler en partie de mon expérience, mais je vais surtout faire en sorte que vous puissiez savoir à l'avance les pièges quand c'est le temps de devenir et de lancer un projet en tant qu'entrepreneur. D'abord, c'est quoi être entrepreneur? C'est pas juste vendre son temps. Si vous êtes un avocat, par exemple, vous décidez de ne pas travailler pour une grande firme, mais de plutôt vous lancer à votre compte, vous n'êtes pas encore un entrepreneur. Vous êtes un entrepreneur le jour où vous offrez des services ou un produit qui va en dehors du temps que vous passez vous-même. Donc, par exemple, moi, j'avais un site de rencontre qui était numéro 1 au Québec, qui s'appelait monclasseur.com. Bien, au début, j'en étais le porte-parole parce que je suis une personne publique qui fait de la télé et de la radio. Donc, ça m'a permis de lancer le site avec mes associés. Mais rapidement, je m'en suis tranquillement dissocié. Pourquoi? Parce que le site vivait de lui-même. Alors, si le site avait été toujours relié uniquement à ma performance, à ma présence, je n'aurais pas été techniquement un entrepreneur. Donc ça, il faut juste bien comprendre. En un mot, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une carrière d'être un entrepreneur. Encore faut-il entreprendre quelque chose. C'est un profil. Donc, si vous avez le profil entrepreneurial, et puis là, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de voir est-ce que vous l'avez ou pas, mais il faut bien comprendre que ça nécessite de pouvoir mordre sur un projet qui dépasse juste le temps qu'on met nous-mêmes dans le projet en question. Très important aussi, vous ne pouvez pas devenir, vous ne pouvez pas, bien entendu, il n'y a jamais de règle à 100%, mais les chances que vous deveniez un entrepreneur à succès, ou ne serait-ce qu'au départ, en étant constamment en train de gérer les risques, sont très minces. Ce n'est pas le propre d'un entrepreneur de gérer les risques. Je vais y venir plus tard dans d'autres points, mais quand vous avez l'âme, la fibre entrepreneuriale, évidemment, il y a 1000 raisons de ne pas foncer. Les gens vont vous décourager, les gens vont vous dire que votre idée, c'est naze. Il va y avoir 1001 propositions qui vont être faites, qui vont vous inciter justement à la prudence, qui vont vous inciter, en un mot, qui vont vous inciter à avoir peur. Et avoir peur, ce n'est pas le moteur d'un entrepreneur. Donc, si vous voulez éviter les hauts de cœur, justement, parce que ce sont quand même des montagnes russes, dites-vous que vous ne pouvez pas être à la fois un entrepreneur et quelqu'un qui est constamment en train de gérer les risques. Par contre, d'avoir un associé dans votre équipe, qui est quelqu'un qui peut être au même niveau que vous, qui, lui, a cette fibre-là de calculer les choses, de s'assurer que les détails sont respectés, etc., c'est un énorme plus. Donc, votre propension à être entrepreneur n'est pas castrée par votre profil, bien au contraire, tout le monde, à quelque part, peut tout à coup se lancer. Je fais juste dire que si vous avez naturellement la propension à être quelqu'un qui gère tous les risques pour essayer d'avoir un genre de risque zéro, ce n'est pas une fibre entrepreneuriale. Il va falloir que vous fassiez bien attention à devoir vous associer avec quelqu'un qui est plus fonceur, et les fonceurs gagnent à être avec quelqu'un qui est leur inverse. D'ailleurs, dans cette ligne-là, mon point numéro 3, je veux que vous reteniez cette phrase-là qui est hyper importante et qui décrit beaucoup de choses. Ça ne vient pas de moi, mais je trouve ça fantastique. Quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Et je trouve ça génial parce que dans les expériences que j'ai eues, on était 4 associés au départ, parce que j'ai fait plein d'autres projets, hein, j'ai produit des spectacles, j'ai fait plein de trucs qui étaient justement de l'ordre du projet de l'entrepreneuriat, mais dans le projet du site de rencontre, on était 4 associés au départ. Finalement, on est tombé 3, on avait racheté un de nos associés qui est parti pour un autre projet. Et force est de constater qu'on avait des profils qui étaient différents, qui étaient très complémentaires, mais qui ultimement pouvaient même amener de l'irritation. Moi, je sais que j'étais très irritant à certains égards pour mes associés et vice-versa. Donc, on pourrait se dire, ah, mais c'était de la mauvaise entente rendu là. Bien au contraire. Vous étiez justement en train de faire vivre tout ce que ça démarre, tout ce que ça comprend, tout
tout ce que nécessite le lancement et la continuité, qui sont deux zones très différentes d'ailleurs, d'un projet, quel qu'il soit. Donc, quand on est entrepreneur, on lance un truc. Donc, si vos associés, c'est des gens avec qui vous avez l'intention, au moment où on se parle, je vous répète que je m'adresse surtout à ceux qui veulent se lancer, et non pas des entrepreneurs aguerris, je n'ai rien à leur montrer. Si vous voulez vous lancer, assurez-vous de ne pas être avec des gens qui sont constamment dans votre propre mouvance intellectuelle, qui sont constamment à voir les choses comme vous. Ça, c'est le propre de nos amis. Et encore, la plupart de nos amis, c'est des gens avec qui on a une entente naturelle. Hein? Avouons-le, c'est très rare qu'on peut dire, voici mon grand ami, on est constamment en train de se rincer l'un l'autre. C'est plutôt rare. Alors qu'en affaires, c'est extrêmement payant. Donc, je vous rappelle la phrase, quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Je vous dirais même que, j'oserais même dire que le critère numéro 1, ce serait de vous associer avec les gens qui ont le tour de vous irriter particulièrement. Alors là, vous dites, ça n'a pas de sens, je ne suis pas pour travailler tout le temps avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. C'est très différent, bien s'entendre et avoir des irritations au niveau de comment on devrait faire les choses. Parce que c'est ce qui crée la richesse. Puis, je vous le répète, c'est une règle de base en démocratie. Moi, je soutiens que la démocratie, c'est encore plus l'opposition que le pouvoir. Alors, même si le pouvoir est élu, une fois qu'il est élu, si pendant 4 ou 5 ans, il part de son côté puis il fait ce qu'il veut, bien, quelque part, on n'est plus en démocratie. C'est important d'avoir de l'opposition. L'opposition, c'est hyper important. Donc, dans votre choix d'associé, vous devez vraiment vous assurer que vous n'avez pas des gens qui sont juste constamment en train de dire « t'as raison, moi je suis d'accord, je vois ça de la même façon ». Ça fait une énorme différence. Alors, évidemment, il y a un équilibre à trouver entre quelqu'un qu'on déteste littéralement, vous voyez ce que je veux dire, et puis une autre personne qui va avoir des désaccords qui sont payants. Dans les deux cas, par contre, il faut des gens qui ont le niveau. Donc, évidemment, si vous êtes constamment en train d'être en argumentation avec quelqu'un que vous n'estimez pas dans son champ de compétences, là, vous êtes dans une zone problématique. Mais si la personne avec qui vous êtes en désaccord régulier, c'est quelqu'un pour qui vous avez de l'estime, mais qui ne travaille pas comme vous, qui ne voit pas les choses comme vous, et qui a probablement des défauts, effectivement, comme vous en avez, ça devient des associations qui ont tendance à être payantes. Alors ça, c'est très important, parce que ça fait partie des montagnes russes. Donc, je vous en parle pourquoi? Parce que il n'y a aucune compagnie où les associés, c'est un long fleuve tranquille, où est-ce que tout le monde s'amuse, chacun est à l'heure, bravo, les compétences sont définies, il n'y a pas de zone grise. C'est complètement utopique. Attendez-vous à une portion de chaos. Il y en a quand on est employé, il y en a quand on est employeur, il y en a quand on est entrepreneur. Numéro 4, je veux vous parler aussi des idées, parce qu'à un moment donné, si on entreprend quelque chose, c'est qu'on a une idée. Il y a souvent un combat entre l'exécution et l'idéation, c'est-à-dire lequel est le plus important. Alors évidemment, les gens d'opération vont dire c'est l'exécution. Tout le monde peut avoir des idées, de bien les exécuter fait la différence. Et puis les gens qui sont de nature plus créative, moi je suis un peu à mi-chemin entre les deux, je valorise les opérations, mais mon naturel, c'est un naturel plus de création, de communication. Bien évidemment, nous autres, on répond, je suis désolé, mais il faut que tu exécutes quelque chose. Tu ne peux pas exécuter rien. Donc ça veut dire que l'idée... Alors, en un mot, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Si vous êtes d'un côté, je le répète, vous devez valoriser l'autre côté parce que c'est une condition sine qua non pour arriver. Mais il reste qu'il y a une séquence. C'est-à-dire que d'abord une idée suivie d'une exécution. Donc, vous devez avoir une idée. Vous devez entreprendre quelque chose. Je répète, être un entrepreneur, ce n'est pas une carrière, c'est un profil. Donc, vous devez entreprendre quelque chose. Sachez que lorsque vous allez confronter votre idée avec les gens de votre entourage, force est de constater que la plupart des gens ne comprendront pas votre idée ou ne vont pas être d'accord. Excusez-moi, ici, il y a eu un petit problème. Pardon pour ça. Donc, l'idée de base, vous allez vouloir la proposer à des gens. C'est normal. Vous ne pouvez pas dire « Ah, mais j'ai une idée, mais j'en parle absolument à personne. » Puis ce n'est pas une bonne façon de faire de toute façon. Oubliez l'idée de « on me vole des idées ». Ça, je veux vraiment le dire. Courte parenthèse, c'est très difficile de mettre les idées à exécution dans la vraie vie. Donc, vous avez une idée, puis vous avez peur que les gens vous la volent. C'est une peur qui est hautement irrationnelle. Je ne vous dis pas que ça n'arrive pas, mais vous gagnez beaucoup plus à parler de votre projet, de votre idée, qui fait en sorte qu'au final, il y a des gens qui sont peut-être appelés à contribuer à votre idée, ou peut-être même qui vont connaître des gens qui... Bon, alors,
Bon, fin de la parenthèse. Je vais vous conter une anecdote. Henry Ford, qui est l'Américain qui a inventé la voiture qui est fabriquée de façon manufacturière, donc qui a construit, qui a fait l'idée de construire les voitures en usine à la chaîne, donc une après l'autre. Alors, vous connaissez probablement Ford, le concessionnaire, le fabricant automobile américain, mais son fondateur s'appelait Henry Ford. Et lui, il a dit une phrase magique pour illustrer ce que je vous dis. Il avait dit, si j'avais demandé à mes clients, avant qu'ils inventent la voiture comme telle, qu'est-ce qu'ils aimeraient que j'invente, ils m'auraient répondu, un cheval qui court plus vite. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas demander aux gens si telle idée qui est réellement innovatrice est en fait, effectivement une bonne idée. Ce n'est pas leur domaine. C'est pas leur domaine. Je vais vous montrer un exemple très concret dans le domaine de la rencontre. Rappelez-vous, j'avais un site de rencontre. Ça prouve exactement le point. Quand tu demandes à quelqu'un qu'il soit célibataire ou pas, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu trouves que telle idée pour les célibataires est une bonne idée? Je vous donne un exemple. Est-ce que tu trouves qu'une section dans un restaurant pour les célibataires, ce serait une bonne idée? Comme ça, quand on arrive pour prendre un verre ou autre avec des amis, on saurait que les gens là-bas, c'est des célibataires, tandis que ceux qui sont là ne le sont pas ou ne cherchent pas à rencontrer personne. Ah ben oui, tout le monde répond oui. Ah, quelle excellente idée, c'est fantastique. Et là, les gens se mettent à penser à leurs amis célibataires. Je pourrais parler de ça à Paul, je pourrais parler de ça à Stéphane. Je suis convaincu que Stéphanie ou Virginie trouveraient ça fantastique. Et là, tu poses une deuxième question. Est-ce que toi, tu irais dans cette section-là? Et tout le monde répond, ah non, pas moi. C'est un classique dans le domaine des idées pour le marché des célibataires. C'est-à-dire que, bizarrement, on se place toujours dans la tête des autres lorsqu'on se fait proposer une idée. Et quand on doit se mettre nous-mêmes dans l'idée en question, eh bien, on débarque. Alors, c'est pour vous montrer que la bonne idée que vous avez, contrairement à ce qu'on pense, savez-vous quoi? Probablement que c'est une idée que les autres vont en majorité ne pas trouver bonne. Moi, mon classeur, c'était le premier site de rencontre drôle. Les gens disaient, mais personne ne veut ça. Les gens ne voudraient pas avoir d'humour dans un site de rencontre. C'est sérieux, la rencontre. C'est pour faire des rencontres sérieuses, etc. Non. Tout le monde préfère désamorcer le début d'une relation avec de l'humour. Dans la vraie vie, c'est vrai tout autant que dans le grand sérieux, etc. Alors, c'est vrai pour tout. Donc, quand va venir le temps d'avoir une idée, vous allez avoir là encore des montagnes russes. Vous allez avoir les montagnes russes des commentaires face au projet que vous avez. Vous devez être presque imperméable à ça. C'est-à-dire que c'est très important d'écouter ce que les gens vont dire, dans le bon comme dans le mauvais, pour avoir une idée de la réaction que les gens peuvent avoir pour la contourner. Mais jamais pour se dire, oh, finalement, mon idée est mauvaise. De grâce, n'abandonnez pas votre idée, à moins que quelqu'un, qui est un expert, vous dise, cette idée-là, elle a des bémols. Parce qu'un vrai expert ne va jamais dire, c'est une idée pourrie. Un expert ne veut pas que vous soyez en train d'arrêter votre projet. Un expert, un vrai, veut que vous fassiez votre projet. Mais évidemment, ça se peut que vous fassiez fausse route et qu'en bout de ligne, vous avez besoin d'être réaligné. Donc ça, c'est très important aussi. Je voulais vous mettre au parfum que ça fait partie des montagnes russes, c'est-à-dire quand vient le temps de proposer l'idée avant même qu'elle existe ou qu'elle ait fait ses preuves, attendez-vous à des pour et des moins, mais n'écoutez pas ça, sauf pour avoir une idée de la perception d'autrui, qui, bien entendu, est essentielle. Ce sera un de mes points vers la fin. Mais ça ne doit pas vous empêcher. Vous pouvez modifier vos choses, mais vous ne pouvez pas vous en remettre aux gens de votre entourage. Numéro 5, je veux que vous sachiez que, et c'est la grande définition d'un entrepreneur pour moi, de passer de 0 à 1 est beaucoup plus difficile que de passer de 1 à 10. En un mot, ce qui est le plus difficile, c'est mettre au monde dans le concret une idée. Ça peut être un blog, ça peut être ouvrir un magasin temporaire, ça peut être pour un enfant de vendre de la limonade au coin de la rue, je m'en tape. Je vous dis juste que l'inertie que demande l'idée et sa première démonstration est beaucoup plus grande et difficile que la continuité. La preuve, c'est que c'est beaucoup plus difficile une première rencontre, une première entrevue pour un job que d'exécuter la job. C'est beaucoup plus stressant, on se demande qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a été bon, etc. Alors que quand le travail commence, bien, chaque journée rend la prochaine un peu plus facile, on sait à quoi s'en tenir, etc. C'est vrai dans tout. Donc, sachez qu'être un entrepreneur,
ça vient aussi avec l'énorme difficulté que il y a le plus gros de l'effort à faire est dans la naissance du projet. Et il y a des gens qui sont des spécialistes de la première vitesse. Moi, c'est ma zone. Moi, je fais ça avec une aisance déroutante. Je suis constamment en train de lancer. Dans la dernière année, si vous allez sur marcboilard.com, vous allez voir tous les podcasts, toutes les interventions que je fais sur Internet. J'ai lancé ça depuis le mois de mars l'an passé. Ça a été un bonheur, ça a été une joie, alors qu'il y a plein de monde qui tout à coup se demande est-ce que je commence, est-ce que je devrais lancer mon podcast, etc. Moi, ça ne pose aucun problème. Par contre, où j'ai toujours besoin d'être avec d'autres et d'être associé, c'est pour la continuité du projet. Donc, en un mot, je suis un vrai entrepreneur qui est capable de lancer des projets, aider les autres à le faire, etc. Mais par moi-même, j'atteins rapidement mon numéro 2 ou 3 sur une échelle de 10. Rapidement, je sais que je ne pourrais pas y arriver. À l'époque, mon classeur, pour prendre une idée, je l'avais lancé à la télé, à une émission sur laquelle j'étais, et puis ça avait fait boule de neige, et rapidement, le site avait le nombre de membres requis pour pouvoir continuer puis créer de l'engouement. Mais si je n'avais pas eu les associés que j'ai eus, qui étaient très forts, des gens d'informatique, très bons, très rigoureux, ben, le projet aurait duré peut-être 6 mois, alors qu'il a duré 15 ans, jusqu'à temps que la compétition vienne tuer un peu tout le monde dans le domaine des sites de rencontres conventionnels. Donc, ça démontre à quel point, de un, on a des profils différents, et de deux, c'est le début qui est le plus difficile. Lancez votre projet, faire en sorte qu'il soit connu. Vous avez peut-être une excellente idée, mais comment vous allez faire pour que cette idée-là soit connue, qu'il y ait des gens qui veulent l'acheter, qu'il y ait des gens qui veulent en parler, que vous ayez de l'intérêt suscité pour peut-être avoir du financement ou autre. Tout ça est tout à fait possible. Tous les jours, il y a des gens qui réussissent à faire ça. Mais vous devez comprendre que ça, c'est la pire côte de la montagne russe. En un mot, on le sait, une montagne russe, c'est quelque chose comme ça. Ça monte, ça fait des tours, etc. On a mal au cœur. Dans la vraie vie, si vous passez le début, c'est-à-dire la première grande côte, que là, on se fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? » Et là, après, wow! Eh bien, ici, c'est comme si c'était le 0. Et la première descente, c'est le 1. Ça, là, vous avez... Et là, après, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça tourne, oui, mais bon, on sait qu'on est parti. Finalement, voilà. Donc, il faut vraiment que vous sachiez que les efforts, le stress et tout ce que vous avez l'impression qui est donc difficile à faire au départ, c'est beaucoup plus difficile que la suite. Donc, si vous passez à travers le 0 à 1, bien, les chances que vous vous rendiez peut-être jusqu'à 10, si c'est, mettons, le jackpot, ou peut-être que vous allez avoir plusieurs projets qui vont se rendre à 2, à 7, à 9, à 4, peu importe. Dans mon livre à moi, vous aurez réussi. Parce que, ça, je tiens vraiment à le dire, un entrepreneur qui réussit, ce n'est pas un entrepreneur qui devient multimillionnaire. C'est faux. Ça, c'est quelqu'un qui réussit à une échelle salariale, à une échelle financière d'envergure. Chapeau, tout le monde y rêve, c'est parfait. Je vous dis juste que être entrepreneur, notre sujet d'aujourd'hui, ça ne se calcule pas avec la réussite finale. C'est vraiment beaucoup plus l'idée de partir de 0 jusqu'à 1. Ne mêlez pas les définitions. Soyez un entrepreneur qui permet de vraiment lancer les trucs. Une fois que c'est lancé, si vous persistez, à un moment donné, les choses arrivent. Moi, j'ai été gérant d'artiste aussi dans le temps que je faisais des productions de spectacles d'humour, etc., au Québec. Et puis, je me souviens d'une phrase qu'un agent, un impresario m'avait dit, il dit « Le train passe toujours pour tous les artistes. Mais des fois, il ne passe qu'une fois et certains n'embarquent pas sur le... » Et j'ai trouvé ça très pertinent. C'est que je vous renvoie le même message. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous poussez un truc, puis que ça suscite de l'intérêt, puis que vous persistez, il va arriver une occasion à un moment donné. Mais est-ce que vous allez la prendre? Donc, si vous réussissez à passer le 0 à 1, mais vous pouvez encore avoir des échecs, parce que si vous continuez puis que vous ne faites pas les bonnes choses, puis que vous ne sautez pas dans le train quand c'est le moment, il est possible que le train ne passe pas 2 ou 3 ou 4 fois. Donc, ça, c'est très important. Donc, en résumé, de 0 à 1, attendez-vous que c'est ce qui est le plus difficile. C'est la zone où les gens abandonnent. Par la suite, je ne vous dis pas que c'est facile. Je vous dis juste que tout à coup, ça devient très stimulant parce que les choses existent. Voilà. Je vais vous faire part aussi, en 6e point, très important, vous devez savoir ça, moi je ne le savais pas, j'ai fait cette erreur-là. Quand les projets démarrent très facilement, dites-vous que ça veut dire qu'ils peuvent arrêter très facilement. Un projet sur le web, comme un site de rencontre comme on avait, qu'on a lancé en 2004, on a fait ça entre amis, en codant, des étudiants, chez nous, jamais eu de bureau, des réunions dans des bars, à prendre des pots, à s'amuser, à faire des blagues,
c'était fantastique. Est-ce qu'on travaillait bien? On travaillait très bien. Si on avait mal travaillé, on n'aurait jamais existé. Mais est-ce que c'était facile? C'était énormément facile. Ben, on s'est fait lessiver par les applications de rencontres que vous connaissez sûrement, Tinder ou autres, de la même façon, avec la même aisance. En un mot, si c'est facile pour nous autres, ça veut dire que c'était facile pour d'autres. Et si c'était facile de partir, c'était facile de nous arrêter. Donc, sachez que si tout à coup, vous pesez sur un truc et vous dites « Wow, on a vraiment quelque chose là », ça se peut que ce soit facile et donc copiable et que la compétition vous ramasse et autres. Il n'y a pas de solution miracle à ça. La réalité, c'est que foncez, puis tant mieux si c'est facile. Mais sachez-le au plan personnel, parce que c'est toute une montagne russe que j'ai vécue, de voir que tout à coup, on est sur une lancée fantastique, puis qu'on travaille super bien, tout va bien, on est en croissance, et là, la compétition nous ramasse comme si de rien n'était. C'est très important que vous le sachiez. Donc, en un mot, ne soyez pas que festoyant parce que tout à coup, les choses vont bien, puis vous dites franchement, à quelque part, on a découvert du pétrole. Si vous avez découvert du pétrole, c'est-à-dire que si c'est facile pour les autres. Et vous allez être imité, vous allez avoir de la compétition, puis probablement qu'à un moment donné, de façon très facile, on peut vous fermer. Soyez au courant de ça, donc restez très humble dans la façon que vous travaillez. Faites en sorte que quand vous avez un bon coup, vous êtes content. Quand vous avez un mauvais coup, vous n'êtes pas non plus en train de crier au meurtre. À vrai dire, le point numéro 7, c'est ça. C'est dites-vous que quand ça va mal, ça ne va jamais aussi mal que vous pensez. Puis quand ça va bien, ne pensez pas que vous êtes en voie d'être multimillionnaire du jour au lendemain. Dites-vous que quand ça ira mal, et ça ira mal, vous ne serez pas surpris. C'est hyper important. Donc, tout ça, c'est la même idée. C'est-à-dire, restez dans des zones où est-ce que les bons coups, vous êtes content de vos bons coups, vous êtes capable de vous en féliciter, vous félicitez surtout votre entourage, parce qu'il n'y a rien qui arrive tout seul. Puis les mauvais coups, vous n'en faites pas non plus des sujets de dépression, vous ne tombez pas dans les médicaments en vous disant « c'est épouvantable, ma vie est un échec et tout ». Non, c'est la même affaire quand on passe à la télé. Les humoristes avec qui je travaillais, quand ils faisaient des prestations à la télé, il y a des fois où ils disaient « Waouh, ça a été fantastique », et puis le lendemain, la vie continuait. Et puis des fois, ils étaient sûrs que c'était un désastre. Mais savez-vous quoi? Le lendemain, la vie continuait. Donc, c'est des montagnes russes. OK, l'entrepreneuriat, contrairement à être salarié, c'est bien entendu des hauts, des bas, des histoires, des aventures. C'est pas fait pour tout le monde, mais à partir du moment où vous savez relativiser ce qu'il y en est, ben, de un, les gens qui vont vous envoyer des vents de panique, vous n'allez pas les écouter. Le monde qui vous dit « Oh mon Dieu, c'est épouvantable, qu'est-ce qui t'arrive? » Il n'arrive rien, on a eu un coup plus dur, on a eu une mauvaise nouvelle, il est arrivé quelque chose, voilà. Et si vous faites ça, d'ailleurs, vous allez être bien équipé, parce que vous allez savoir qu'à un moment donné, il y a des coups durs, vous allez vous financer en conséquence. Vous n'allez pas dire « Ah ben ça y est, moi c'est réglé, maintenant j'achète le yacht et tout, la villa à Cannes. » Non, parce que vous prévoyez qu'à un moment donné, ça va aller mal. Alors, ça a l'air bidon à la rigueur. Vous allez dire, bon, c'est des principes de saine gestion de finances personnelles, peut-être. Mais je fais juste vous dire qu'à partir du moment où vous le savez, bien, ça fait en sorte que vous vous mettez psychologiquement un coussin anti-coup dur qui fait en sorte que vous allez foncer. Vous n'allez pas vous laisser décourager par tout et par rien. Numéro 8, très important aussi, comprenez que nous sommes tous plus habiles dans une zone qu'une autre et respectez les gens qui sont dans des zones différentes. En un mot, une grande phrase de Christine Taubira, qui était la garde des Sceaux dans le gouvernement français il y a quelques années. On ne peut pas avoir raison tout seul. OK? Dans l'échelle des habiletés, je vous parlais tout à l'heure qu'il y a les gens d'opération, puis il y a les gens de créativité. Si vous êtes bon dans la créativité, c'est probablement que vous êtes quelqu'un qui est assez impulsif, vous êtes quelqu'un qui change d'idée facilement, etc. Les gens d'opération, c'est le parfait inverse. Ils ont un plan, ils essayent de stick to the plan, comme on dit en anglais, de rester dans le plan. Des fois, ils gagneraient à avoir peut-être un peu plus de flexibilité. Les qualités de l'un sont les défauts de l'autre. Il n'y a pas de profil parfait. Il n'y a pas de profil parfait. Donc, phrasé autrement, on ne peut pas avoir raison tout seul. C'est très important que les habiletés que vous reconnaissez qui sont les vôtres et que j'espère que vous valorisez, parce que peu importe quelles que soient vos habiletés, elles ont littéralement droiticité, comme on dit, et puis ça prend de tout pour faire un bon projet. Vous devez absolument comprendre que cette habileté-là a besoin d'être complétée par l'habileté de quelqu'un d'autre,
de l'autre côté. Donc, rappelons-nous à ce moment-là les premiers points que je vous ai parlé en début de présentation. Vous allez donc, par définition, être associé, idéalement, je vous le souhaite, avec des gens qui vous complètent, donc à quelque part qui ne voient pas les choses comme vous. Vous allez avoir des débats, des fois, que vous trouvez complètement insignifiants. Vous allez être fâché. Mais si vous êtes fâché parce que vous défendez un point, et non pas vous êtes fâché parce que vous voulez rabaisser quelqu'un, même si vous êtes convaincu de votre point, dites-vous que là, vous rendez payant votre association. C'est très important de faire la différence. Numéro 9, il n'y a pas d'échec ou de réussite autant qu'on le pense. Ramenez les choses au centre, je viens de vous en parler. Soyez fiers de chaque bon coup. Sans plus, ne vous rabaissez pas à chaque mauvais coup. C'est hyper, hyper important aussi parce que la montagne russe entrepreneuriale n'est pas nécessairement qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que, oui, vous allez pouvoir peut-être lancer un projet avec les bons associés. À un moment donné, quelqu'un va vous quitter, le marché va changer. Il arrive des choses qui sont extérieures. Mais les montagnes russes que je vous parle, puis c'est vraiment mon point final que je veux que vous compreniez bien, sont à l'intérieur. En communication, parce que j'écris des livres là-dessus, on dit souvent que le principal problème en communication, il vient de nous. C'est-à-dire qu'on a des comportements qui font en sorte qu'on éloigne les gens sans s'en rendre compte. Si par exemple, vous me racontez une histoire, puis que je relance tout de suite en disant « Ah, mais laisse-moi te raconter la mienne », bien à ce moment-là, je nie l'importance de votre propos, et puis vous allez reculer. Bien, c'est la même affaire dans tout. Règle générale, les montagnes russes qu'on s'apprête à vivre quand on lance un projet sont beaucoup plus internes qu'externes. À vrai dire, le monde extérieur, on est capable à la rigueur de jouer avec. Au pire, il va arriver un événement qui fait que votre projet va devoir arrêter. Je l'ai vécu. Mais le projet arrête, mais tout ce que vous avez bâti et qui est maintenant la plus-value dans votre tête, lui, n'arrête pas. Tout ce que vous faites finit à quelque part dans votre banque. Après ça, ça va être de voir comment vous allez twister la chose pour passer à un autre projet. Comment vous allez faire fructifier l'expérience que vous avez eue. Donc, en un mot, vous ne pouvez pas perdre. C'est pas vrai. Le fameux « Ah, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons ». Non, il y a des échecs. Il faut les appeler comme tels. Mais ce n'est pas un échec qui fait en sorte que c'est terminé. C'est un échec qui est une page qu'on tourne. Et puis, quand vous réussissez un bon coup, bien, rappelez-vous de vous dire « C'est un bon coup, je suis avec la bonne équipe, je la valorise. Je redonne, je félicite les gens avec qui je suis arrivé où je suis, ce qui fait en sorte que vos montagnes russes, qui normalement pourraient être juste à l'état pur de vos sentiments, vont tout à coup se réduire énormément et vous allez être dans une espèce de style d'entrepreneur, de gestionnaire, où est-ce que vous êtes constamment à quelque part en train de valoriser ce que les autres ont comme apport. Les gens vont faire la même chose avec vous et vous n'allez pas crier « Mon Dieu » à la panique à chaque truc. Donc, c'est un peu ça les points que je voulais vous donner aujourd'hui. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire de un que l'entrepreneur est quelqu'un qui a pris une décision personnelle et qui l'assume. Et l'entrepreneur est quelqu'un qui est constamment en train de se parler à lui et non pas aux autres. On dit souvent qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui ne donne jamais d'ordre, mais tout le monde fait comme lui le désire. C'est une belle définition du leadership. C'est-à-dire que ce n'est pas l'armée. Vous n'êtes pas un entrepreneur qui allait dire « Vous allez finalement vous plier à tout ce que moi je veux ». C'est faux. C'est votre capacité à inciter les gens à aller de votre côté, à convaincre les gens que votre idée est bonne, parce que c'est ces ressources-là qui vont faire la différence. À ce moment-là, oui, vous allez avoir des montagnes russes, parce que c'est le propre d'un projet d'entrepreneur, mais c'est des montagnes russes qui vont être le fun, comme quand on va à Disney World, plutôt que de vous amener un stress et qui va briser votre projet en cours de route. J'espère que je vous ai, comme prévu, donné le goût de faire vos projets. Et puis, n'hésitez en rien à me communiquer avec moi pour avoir... vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes, etc. marcboilard.com. Quand vous allez là, vous voyez tout. Et je serai très heureux d'avoir de vos nouvelles. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite bon événement.